J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin et mon couteau. Le programme pour la deuxième partie, l'émission sur l'actu crypto en général, évidemment comme de semaine en semaine, forcément, c'est haletant, les ETF Bitcoin et Ethereum, mais bon, je vais pas trop insister dessus, et je vais vous donner l'essentiel. Par contre, je vais prendre plus de temps pour vous parler de 3 scénarios sur le bull run, sur des choses qui pourraient se produire, sur des réflexions un peu sur ce que se disent les gens aussi, sur des analyses des uns et des autres, et essayer d'avoir un peu plus de clarté pour comprendre un peu où on se situer et essayer comme d'hab, c'est de la réflexion pour s'en sortir le mieux possible. Donc j'aborderai longuement ce point et également on parlera des médias de masse qui parlent des cryptos. Est-ce que c'est bullish, est-ce que c'est bearish? Ça peut faire l'objet d'un débat. Donc j'aborderai aussi ce point parce que forcément on est sur les bonnes périodes du cycle et il va y avoir des nouveaux. Je débute avec quelques constats. Déjà hier un record absolu. Alors ça fait combien? Ça c'est 1 milliard. 1 milliard d'entrées, des inflows, de l'argent, des thunes, des millions de dollars. 1 milliard de millions de dollars sur les ETF Bitcoin Spot en une seule journée. On voit ça ici, c'est monté très fort. Toujours sur les inflows et les rentrées d'argent, regardez ça, observez. Alors il y a différents points, ça peut faire rentrer plus ou moins de thunes d'un jour à l'autre, un peu moins le jour d'après, hop, ça re-augmente, ça redescend, hop, ça repart. Mais globalement, ça nous dessine une courbe ascendante. Globalement, non seulement les volumes sont constants, mais ils augmentent. Donc ça soutient la pression sur le prix du Bitcoin. Et là, on a Willy Woo, il nous parle justement de cette pression constante. Là on voit ça ici, c'est en vert. Eh bien on retrouve ça ici en vert foncé, cette pression des ETF Bitcoin Spot ici sur ce graphique, sur les inflows de Bitcoin. Il nous dit, c'est sa réflexion, je vous la partage, comme d'habitude ne prenez rien pour argent comptant, les ETF n'en sont qu'à leur début. Les institutions et les plateformes de gestion de patrimoine prendront quelques mois pour effectuer une vérification préalable avant de commencer une allocation appropriée. En fait ça veut dire que les banques qui gèrent les actifs pour leurs clients, les assurances vie, etc. C'est seulement dans quelques mois qu'ils vont commencer de plus en plus à permettre à leurs clients, leur suggérer de prendre du Bitcoin via les ETF. Donc en fait, il nous dit, c'est pour ça, on n'en est qu'au début. Alors si c'est vrai, c'est extrêmement bullish. D'autant plus avec un halving qui est devant nous. Maintenant, je vais parler de l'ETF Ethereum. Ces derniers temps, on est un peu chaud, on se dit, allez, un ETF Ethereum pour nous propulser, alt season et tout ça, ce serait bon. Les planètes s'alignent. Et jusqu'à ces derniers temps, les chances étaient évaluées à peu près 50%. Eh ben, les chances s'amenuisent. D'après l'expert Eric Balchunas, vous entendez sûrement son nom régulièrement, expert des ETF, d'après lui, les chances sont tombées à 35% pour que ce soit validé dès le mois de mai 2024. Alors après, c'est pas pour ça que ce sera forcément refusé, mais ça pourrait être reporté. Et en fait, ça c'est dû à des pressions de politiques, de sénateurs, etc. Il y a des enjeux politiques aussi, il y a des élections cette année. Je sais pas trop dans quelle mesure ça peut influencer, mais du coup, les chances se réduisent d'après les experts, puisque vous aussi, vous êtes des experts de plus en plus, à force de regarder mes vidéos. Bon, évidemment, on rigole, j'espère que vous avez aussi du second ou du troisième degré. Je vous ai demandé votre avis en tant qu'expert. Est-ce que la SEC va valider les ETF Ethereum en mai? Vous avez répondu oui à 43%, non un refus à près de 18%, et à 39% que ce sera reporté à plus tard. Bon, évidemment, personne ne sait, je ne sais pas non plus. Moi, j'aimerais bien que ce soit validé, évidemment, que tout le monde s'envole. Mais voilà, c'est pas forcément ça qui se passera. Il y a aussi des chances que ce soit reporté. Par contre, même si les chances s'amenuisent, même si ça baisse à 35%, les experts restent quand même formels. Il y a quand même de très bonnes chances que ça finisse par être validé tôt ou tard, et au plus tard, plus ou moins d'ici un an. Maintenant, entamons une réflexion sur le bull run. Que pourrait-il se passer? Jusqu'où ça pourrait monter? Où est-ce qu'on en est? Essayer de se situer, etc. Eh bien, le top final, l'ATH du bull run, pourrait avoir lieu en 2024, en tout cas d'après une réflexion de CryptoCoin ici, et ça pourrait être une belle façon de surprendre la majorité des gens qui s'attendent plus à 2025. Dans sa réflexion, et d'après ses analyses avec des indicateurs, etc., à chaque fois, ça vaut ce que ça vaut, c'est des probas et tout, mais on pourrait atteindre un premier top sur avril-juin, une première percée, et un deuxième top final, un ATH, en décembre 2024. Moi, je ne sais pas, mais ça rejoint un peu aussi des choses que disent TechDev. Je vous ai parlé de son cycle de la liquidité déjà, et en fait, tout ça, ça m'amène à parler de différents scénarios, 3 scénarios, plus un bonus, vous allez voir, pour ce qui pourrait se passer sur le bull run du Bitcoin. On s'intéresse à
Bitcoin parce que les autres cryptos dépendent du Bitcoin. Alors je vais vous détailler les 3 scénarios, mais déjà pour commencer, gardez en tête que tout ça, c'est une sorte de condensé de tout ce que je vois, que ce soit des réflexions d'influenceurs, des réflexions de gens qui ont des petits comptes à droite à gauche, des commentaires sur YouTube. Même si vous avez 20 abonnés, je peux lire vos réflexions et j'essaie de prendre tout ça, plus des analyses techniques, etc. J'essaie de prendre tout ça en compte. Et en fait, il y a plein de choses pertinentes qui peuvent être dites. Et pour essayer de classer tout ça, j'ai établi 3 scénarios. Mais en fait, si j'établis 3 scénarios, c'est plus pour simplifier les choses, pour que ce soit plus clair. Donc maintenant, je vous déroule ça. Le premier scénario, ce serait celui d'un bull run express. Ça, ce serait un peu le scénario du pire. On démarre fort, là, début d'année, et puis en juin, peut-être aux alentours, ça se pète la gueule. Le prix qui pousse fort, là, soutenu par la demande des ETF. On monte presque en ligne droite, on pousse très fort. Il y a des corrections aussi qui sont fortes, mais c'est racheté direct, ça remonte instantanément. Et dans cette configuration, je me dis, on aurait du mal à faire mieux que 100 000 $. Si ça doit être un bull run express, monter fort, redescendre, la barrière psychologique des 100 000, on irait peut-être plus ou moins vers ça, un peu avant, un peu après. Ça, c'est le bull run express. J'emploie des images, hein. C'est pour que vous puissiez vous représenter tout ça le plus facilement possible. Deuxième scénario, c'est le bull run classique, le truc auquel un peu tout le monde s'attend. En tout cas, beaucoup de monde s'attend à un top en 2025. Et ça, c'est normal parce qu'on se réfère au cycle précédent, il y a une cyclicité, plus ou moins des cycles de 4 ans, et on peut se dire, en étant optimiste, un ATH fin 2025, en étant un peu moins optimiste, plus précautionneux, au printemps 2025, un ATH. Dans cette configuration, on aurait encore beaucoup de temps pour monter, pour que le prix progresse. On aurait aussi sûrement pas mal de grosses corrections, plus ou moins du moins 20%, peut-être pire, mais on voit que de cycle en cycle, les corrections sont moins fortes, donc là on pourrait faire du moins 20%. Et si cette hausse, elle doit encore durer, si on part sur ce scénario du bull run classique avec un top en 2025, si ça doit encore durer pendant un an et demi, on peut se dire que le prix devrait aller haut, assez haut, forcément. Donc là, on partirait peut-être sur du 200 000, du 300 000, du 500 000, du 1 million de $. Bon, peut-être pas jusque-là. En fait, on sait pas bien, c'est pour ça que c'est difficile de situer tout ça, mais ça devrait aller assez haut. Si c'est un bull run classique, top en 2025. Troisième scénario, ce bull run est différent. Et je vous en ai parlé notamment la semaine dernière, il y a quand même des choses qui sont différentes sur ce cycle, pour de vrai, comme avec l'approbation des ETF, ça a déclenché le bull run actuel. Et dans les cycles précédents, on a pu observer que c'était le halving qui déclenchait la hausse. Donc peut-être que là, le bull run, il aurait démarré plus vite que prévu. Ce serait la validation des ETF qui aurait été l'événement déclencheur qui aurait fait office d'halving en quelque sorte. Mais dans ce cas, avec un bull run qui démarre plus tôt que prévu, il pourrait aussi se terminer plus tôt que prévu, et pourquoi pas en fin d'année 2024. Ça coïnciderait avec l'analyse de CryptoCoin, fin 2024 pour lui un top, ou avec l'analyse de TechDev, avec son cycle de la liquidité. Pour lui, Bitcoin n'est ni en avance ni en retard, il suit juste son calendrier. Pour TechDev, il y a des cycles de liquidité qui durent environ 3,5 ans. Et finalement, les halvings jusqu'ici, c'était peut-être un hasard ou pas, peut-être que c'est Satoshi Nakamoto qui aurait fait exprès de s'aligner sur des cycles de liquidité. Jusqu'ici, ça aurait coïncidé, peut-être que dans le temps, au cours des cycles, ce serait doucement décalé, et voilà, je ne sais pas du tout, et dans ces cas-là, on aurait un top fin 2024. Vous voyez, il y a plusieurs façons de voir, mais dans cette configuration, on aurait encore plusieurs mois de hausse, peut-être 6, 8 mois, on pourrait aussi avoir une belle alt season, une belle progression du prix, mais j'aurais du mal à vous dire jusqu'où ça pourrait aller. Donc, je vous donnerai une fourchette, je vais pas trop me mouiller, parce que je ne sais pas, pourquoi pas entre 120 000 et 180 000 $ sur Bitcoin. Maintenant, quel est le scénario le plus susceptible de se produire? Moi, ça me plaît pas mal, quand même, l'idée d'un top fin 2024, parce que ça pourrait surprendre du monde, et on sait que le marché, généralement, il cherche à piéger la masse, vu que la plupart des gens s'attendent plutôt à un top en 2025, et en même temps, ce scénario de ce bull run qui est différent, et qui se terminerait fin 2024, ce serait en même temps suffisamment réaliste, au niveau de la temporalité, aussi au niveau de l'ampleur du cycle, comparé au bull run express, qui serait vraiment très court et très très surprenant. Vraiment très différent, pour le coup, des précédents cycles. Trop différent peut-être. Ce qui me fait plus pencher sur le scénario d'un top fin 2024, et voilà, ce scénario du troisième scénario, ce bull run est différent, c'est aussi que j'ai du mal à imaginer qu'on va encore monter, progresser comme ça pendant un an et demi. Ça me semble, j'adorerais, mais ça me semble peut-être trop optimiste. C'est peut-être aussi les effets du bear market qui me font dire le marché va pas nous laisser nous gaver comme ça indéfiniment. Mais il y a aussi une autre théorie, voilà, un petit bonus, un autre scénario, celui du super cycle qu'il ne faut pas écarter. Et ça, finalement, ce serait peut-être l'opposé du bull run express, ou alors ça pourrait être une composante d'un scénario de super cycle. C'est pour ça que je vous dis, il y a plusieurs éléments qui peuvent se combiner. Je vous explique ce scénario du super cycle. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, effectivement, ces
c'est différent quand même. Finalement, c'est différent. Il y a des ETF maintenant. La finance traditionnelle commence à considérer Bitcoin comme de l'or numérique. Même Larry Fink, directeur de BlackRock, il dit que ça peut être un moyen de se protéger de l'inflation et de se protéger des gouvernements. L'inflation, en plus, c'est devenu un problème conscient à l'échelle mondiale. Ça a touché tous les pays, même l'Occident. Et les États peuvent être tentés de se constituer des réserves de ce fameux or numérique, le Bitcoin. Par contre, les États, ils vont pas forcément en parler publiquement, mais ils peuvent se constituer des réserves, donc pression à l'achat. On peut aussi penser aux pays des BRICS. Là, récemment, ils veulent lancer une plateforme de paiement qui va utiliser la blockchain. Et d'une manière générale, il y a plein de très grandes entreprises, des multinationales ou de très grandes banques qui se montrent intéressées par l'utilisation de la blockchain. Donc, est-ce qu'on n'est pas à la veille peut-être de ce super cycle qui refait surface tout le temps? Mais un jour, il vient ce super cycle. Un jour, ça se passe pour de vrai. S'il y a un jour où ça doit se passer, c'est peut-être avec tous ces éléments différents. Et j'ai envie de dire, s'il doit y avoir un super cycle, c'est quand si c'est pas maintenant, quoi. Si le scénario du super cycle est validé, la difficulté c'est qu'on s'en rendra pas compte tout de suite, en fait. Ce sera seulement après plusieurs années. Et dans ces cas-là, on va connaître des hausses entrecoupées de fortes corrections, mais ce sera en fait des mini bear market et des mini bull run. Et dans ce cas-là, c'est pour ça que je vous disais le super cycle, eh bien le bull run express, ça peut être une composante du super cycle, c'est peut-être un mini bull run. Après mini bear market, encore mini bull run, vous imaginez, ça pourrait se passer comme ça. On croit qu'on part sur un bull run express, mais en fait c'est un mini bull run. On va repartir sur la fin de l'année, peut-être refaire un top, on va se dire en fait non, c'est un bull run qui est différent. Ça va corriger, en fait non, ça va repartir 2025, on se dit ah bah non, c'était le scénario du bull run classique. Correction, on pense qu'on part en bear market, voilà, c'était un scénario classique, un cycle normal, il n'y avait pas de bull run différent, il n'y avait pas de super cycle, et en fait si, mini bear market, et on repart sur un bull run. Et voilà, et en fait ça dure comme ça, et ça se fera sur des années. Et c'est pour ça que ce serait vraiment très dur de s'en rendre compte, c'est pour ça que je vous dis, en fait il y a plein de choses qui sont vraies dans tous ces scénarios, il y a beaucoup de réflexions, je pense, qui sont pertinentes, il y a des choses qui peuvent se mélanger, s'imbriquer, peut-être que tout peut se combiner, peut-être seulement certains éléments, mais j'essaie de vous importer des informations, faites-vous votre réflexion, c'est très difficile, en fait personne ne sait ce qui va se passer, je ne sais pas moi non plus, tous les analystes ne savent pas, et pour terminer sur cette réflexion, je vous livre mon phare dans la nuit, la pensée la plus éclairante qui soit, pour essayer de se repérer dans cette noirceur obscure, retenez bien ceci, quoi qu'il arrive, le marché essaiera toujours de vous baiser, voilà, vraiment, retenez ceci, si vous manquez de lucidité à un moment, souvenez-vous de ça, le marché essaiera toujours de vous baiser, si vous êtes nouveau aussi, souvenez-vous de ça. Maintenant je vais poursuivre, quand même avec une petite donnée qui s'ajoute aussi à tout ce que je viens de dire, regardez quelques données, quelques chiffres, sur les corrections de cycle en cycle, vous ferez pause, vous regarderez le détail, je vais pas tout vous dire, mais si on regarde sur les cycles précédents là, sur le dernier par exemple, le maximum de correction entre 2018 et 2021, c'était 60% de correction, et des corrections moyennes de 19%. Jusqu'ici là, depuis 2023, notre maximum c'est 19%, et en moyenne du 5,47% de correction. De cycle en cycle, les corrections sont plus faibles, voilà, peut-être que c'est peut-être le super cycle, depuis le départ on est peut-être dans un super cycle, on a du mal à s'en rendre compte à notre échelle, c'est peut-être un super cycle depuis le début, et on va vers une hyper-bitcoinisation, une adoption de masse. Maintenant je vais aborder assez rapidement le point de la mise à jour d'Encon, qui, je le prononce pas forcément bien, d'Encon, voilà c'est mieux, qui s'est passé sur Ethereum, et ça va améliorer ou réduire drastiquement les frais de transaction sur les layers 2 d'Ethereum. Alors on voit tout de suite, ça a fait chuter les prix, par exemple sur Arbitrum, c'est passé de 0,72$ à 0,005$. Par contre là au moment où je vous en parle, ça n'a pas été dispatché, déployé exactement partout sur tous les protocoles et tous les layers 2, donc ça va réaugmenter un petit peu ses frais, mais ça baisse quand même drastiquement, ça nourrit aussi un peu le narrative sur les layers 2, sur Ethereum d'une manière générale, tout ça. Et puis aussi, ça rend plus accessible les cryptos pour plus de portefeuilles également. Peut-être aussi en perspective de l'arrivée de débutants dans la crypto qui vont être attirés par les prix qui montent. Et ça se pourrait bien, parce que là, on constate, vous allez voir ça, avec différents médias, là c'est France 2, les médias mainstream, et notamment à la télé, se remettent à parler de Bitcoin, du prix du Bitcoin qui monte, la hausse. Là aussi c'est sur M6, Bitcoin 72 000$. Un reportage, un documentaire sur Canal+, ça c'est peut-être un peu plus intéressant à regarder comme format, on parle pas juste du prix ou des choses comme ça. Et puis sur TPMP, qui parle de crypto-monnaie. Alors est-ce que c'est bullish ou est-ce que c'est bearish? Est-ce que c'est un signe de top de marché ou alors c'est quelque chose qui va faire arriver des nouveaux et faire monter le prix? Est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais? Je pose un peu le débat de manière manichéenne, le bien, le mal, c'est mieux, c'est comme ça qu'on suscite aussi de l'intérêt et de l'émotion. Là je vous livre des coulisses un petit peu. Mais
en vrai il y a de la nuance. Alors déjà, on va passer le petit extrait. Je pense que ça peut être intéressant. Vous avez investi dans la chirurgie. Oui, exactement. Exactement, mais c'est vrai. Oui, mais exactement. Non, mais c'est vrai. Et dans la crypto-monnaie aussi. Vous avez fait quoi? J'ai investi 1200. 1200 euros? Oui. Dans et quoi? je suis allée voir, j'ai 1100. Dans quoi? Ça n'a pas marché. Dans quoi? En quelle crypto? Dans les crypto-monnaies, je sais plus. Je sais pas comment elle s'appelle. Non. Mais qui t'a conseillé? Un ami comme ça, il m'a dit ouais, prends ça, ça va péter et tout. Bah pas du tout. Ah ouais. Non, mais ça va peut-être péter plus tard. Ça aurait pu. Peut-être dans 5 ans. T'es sûr que t'as pas dit prends ça, je reviens, j'ai envie de péter? Le reste n'est pas très intéressant. Voilà, ça reste quand même touche pas à mon poste, MP. C'est quand même pas forcément un débat qui vole très haut. Cependant, c'était quand même, il semblerait, une émission de 30 minutes. Alors je l'ai pas regardé, mais 30 minutes c'est assez long pour sensibiliser les gens. Est-ce que le fait que les médias en parlent et tout type de médias, mainstream, les journaux, la télé, évidemment sur internet et les médias spécialisés, les réseaux sociaux, est-ce que ça va commencer sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est bullish? Est-ce que c'est bearish? Est-ce qu'on part vraiment dans de l'euphorie incontrôlable? Est-ce que c'est un top de marché? Eh ben, c'est ce qu'on dit généralement. En fait, pour les cycles précédents, en tout cas, généralement, quand on commence à avoir tous les médias mainstream qui commencent à en parler comme ça, et quand on commence à dire tiens, c'est intéressant, regardons ça, c'est les tops de marché. Vous savez, le fameux moment où il y avait aussi Nabila, quoi. Et ça a marqué un top. Mais c'est peut-être pas pareil. Je vous rappelle, peut-être que cette fois-ci, on est dans des scénarios où le bull run est différent. Il me paraît vraiment beaucoup trop tôt pour que ce soit un top, ou alors c'est qu'on est dans un bull run express, peut-être. Et dans ces cas-là, on aura un top bientôt, d'ici avril, juin. Voilà, ça va être très dur à lire, hein, tout ça. Ça va être très compliqué. Le marché, je vous rappelle, le phare dans la nuit, le marché essaiera toujours de vous baiser. Et puis bon, voilà, je n'aurai pas de conclusion si c'est bullish, si c'est bearish. Vous pourrez le dire en commentaire. Moi, j'ai l'impression qu'il est trop tôt pour que ce soit bearish, hein. J'ai plutôt envie de dire que c'est bullish, mais on verra, j'espère. En tout cas, ne faites pas comme la demoiselle qui met sa thune 1200 € au hasard dans une crypto sans même savoir c'est quoi, en espérant que ça monte comme ça, sans même savoir pourquoi. Voilà, comme si c'était de la magie. Il y a plein de gens qui vont faire ça. Ne faites pas ça, essayez de comprendre. Des réflexions, tout ça, c'est ce que j'essaie de vous apporter. Donc abonnez-vous. Je vais terminer, on n'est pas loin de terminer l'émission. Là, en parlant de l'inflation, c'est pas une très bonne nouvelle. Elle s'établit à 3,2% en février sur un an glissant. C'était estimé à 3,1%, donc c'est un peu plus que les prévisions. Bon, c'est pas génial, c'est pas non plus catastrophique, mais c'est pas génial. Dans la perspective de la baisse des taux d'intérêt, et ça, ce serait bon pour les marchés à risque, et donc le marché crypto, ce serait bien que cette inflation finisse vraiment par redescendre. Mais bon, en même temps, d'un autre côté, si l'inflation monte, avec ce petit discours qui se propage partout, et dans les grands médias aussi, que le Bitcoin sert à se protéger de l'inflation, ça peut aussi être quelque chose de bon, je sais pas. C'est compliqué, hein, comme je vous dis, c'est pas manichéen finalement, hein. Il y a plein de nuances. Je termine rapidement cette émission aussi avec Elon Musk, qui a repris un tweet en publiant ça. En fait, c'est une allusion aux crypto, mais en fait en parlant du dollar. Et en parlant du dollar comme d'un shitcoin, comme d'un scam, en disant qu'il y a 27 000 milliards en circulation, une supply qui est illimitée, un seul node, la Fed, 25% de la supply qui a été mintée dans les 6 derniers mois, donc de l'émission de la monnaie, la planche à billets, et 1% des holders détiennent 30% de la supply. Donc voilà, ce serait un scam, un shitcoin, c'est le dollar. Donc Elon Musk a republié ça. Ne vous étonnez pas si les cryptos arrivent sur X, et pas juste le Dogecoin, mais les cryptos d'une manière générale, ce serait vraiment pas étonnant, je vous l'ai déjà dit. Et regardez, il y a aussi ce petit passage, Elon Musk, il était en visite dans une usine, et il a déclaré que les achats de voitures Tesla seraient possibles, seraient autorisés avec du Dogecoin. Il a aussi dit Dogecoin to the moon. Ça faisait longtemps, mais on a pu aussi constater qu'il avait beaucoup moins d'impact sur le marché crypto. Son Dogecoin to the moon, ça a pas fait pump incroyablement le token, vite fait rapidement sur le coup, ça a pris plus ou moins de 10%, c'est retombé, voilà, c'est pas extraordinaire, sachant qu'à une autre époque, ça aurait pris peut-être 20, 30, 40% d'un coup. Je vais parler d'autres choses un peu de la crypto, mais c'est des sujets qui m'intéressent, et qui vous intéressent, et qui intéressent globalement aussi les gens dans le marché crypto. C'est la tech, enfin j'espère, il n'y a pas que l'oseille, il y a aussi de la tech, et comme là, avec Figure, alors c'est des modèles d'Android, des robots, des humanoïdes droïdes, avec de l'OpenAI dedans, du chat GPT. Le machin, il est capable de parler, vous lui posez une question, il vous répond, et puis vous lui demandez de faire des choses, il va le faire. On passe à une autre étape. Je vous avais parlé de ces choses-là dans une de mes vidéos, de ce sujet, je vous avais parlé du fait que ces trucs-là arrivaient. Je vous passe un petit extrait, c'est juste pour constater, c'est quand même assez étonnant. En plus, vous allez entendre la voix, c'est très bien fait. I see a red apple on a plate in the center of the table, a drying rack with cups and a plate, and you standing nearby with your hand on the table.
Là en fait le mec juste avant il lui a demandé de décrire qu'est-ce qu'il voyait devant lui. Et la voix que vous venez d'entendre c'était la voix du robot. Il a décrit ce qu'il y avait, la pomme, etc. Sur une table et tout. Et après le mec il va lui demander de faire quelque chose. Great, can I have something to eat? Sure thing. Et voilà, il lui donne la pomme, il lui a demandé, il s'exécute, il a un peu réfléchi et il obéit. Je vais pas vous passer toute la vidéo, mais c'est quand même assez impressionnant, je trouve, et c'est qu'un petit aperçu. Dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, on pourrait avoir notre robot domestique et il fera la vaisselle à notre place. Et je termine avec une simple petite nouvelle, mais qui est quand même assez intéressante. MetaMask, peut-être bientôt une carte Mastercard, en tout cas c'est à l'étude, il y a des approches dans ce sens. Il va peut-être y avoir une carte pour payer, utiliser, dépenser ses cryptos un peu partout, une CB MetaMask. Alors l'émission est terminée, j'espère que vous avez apprécié. Comme d'habitude, j'essaye de vous partager des réflexions, d'aller plus loin que juste vous faire l'étalage des nouvelles, une liste, et, un truc un peu chiant quoi. J'ai envie de faire un peu plus que juste lire. Finalement c'est aussi un truc qui est reproché. On dit souvent ouais vous lisez juste des tweets. Eh bien non, j'essaye d'apporter de la réflexion et puis aussi en amont, je fais un tri des informations. Il y en a énormément, il y en a beaucoup plus que ce que je vous présente là. J'essaye d'éliminer un peu le bruit et repérer les signaux. Donc pour tout ce travail, je vous demande de liker la vidéo. Si vous souhaitez vous abonner à la chaîne, ça peut aussi vous être bénéfique. Vous pouvez activer les notifications, me suivre sur les réseaux sociaux, il y a les liens dans la description. Et n'hésitez pas aussi à partager mes vidéos. J'espère que vous avez apprécié. Je vous souhaite une bonne soirée, je vous dis à la prochaine, et je vous dis salut à tous.